C'était une vie trop parfaite pour être vraie. Une maison avec jardin dans un quartier résidentiel, 2 enfants en bonne santé, des photos de vacances affichées sur les murs, et un mari, Thierry, ingénieur informatique, fiable, discret, amoureux, toujours en avance sur ses factures et en retard sur ses désirs. Et puis il y avait elle, Camille. 37 ans, belle d'une beauté entretenue, le sourire doux d'une femme qui sait qu'elle maîtrise les apparences, et les yeux d'une femme qui sait qu'elle les manipule. Pendant des années, elle avait joué le rôle à la perfection, mère présente, épouse attentive, complice silencieuse dans les dîners de famille, épouse idéale sur les réseaux sociaux. Mais derrière les stories et les selfies en cuisine se cachait un gouffre ou une soif. De liberté, de frissons, de jeunesse. Un vide que Thierry n'avait jamais su combler. Et puis il y avait eu ce message, un simple « Tu es magnifique » glissé dans sa boîte Instagram, signé par un certain Léo, 24 ans, influenceur auto, torse nu sur sa photo de profil, avec un sourire de requin et des rêves de moteur V12. Au début, Camille avait ri. Elle s'était sentie flattée, amusée. Puis elle avait répondu. Par jeu, par ennui. Puis les messages étaient devenus plus intimes, plus directs, plus enflammés. Et un jour, elle avait franchi le pas. Prétextant une formation en naturopathie à Lyon, elle avait réservé un hôtel et rencontré Léo dans une chambre au design trop parfait. Il était jeune, insolent, beau comme un péché et pauvre comme un rêveur. Ce qu'il n'avait pas en maturité, il le compensait par l'audace, le culot et une obsession maladive pour les belles voitures. Une addiction qui allait, sans qu'il le sache, ouvrir une brèche dans le destin d'un homme qu'il ne rencontrerait jamais, Thierry. Pendant 6 mois, Camille mena une double vie. Le matin, elle préparait les tartines de ses enfants, souriait à Thierry en lui glissant un « bonne journée mon amour », puis elle ouvrait son téléphone et redevenait une autre. Elle lui envoyait des selfies discrets, parfois des photos de leurs draps froissés, parfois simplement un bientôt accompagné d'un emoji de flamme. Léo devenait exigeant, insatiable, mais Camille s'y accrochait comme à un ticket de sortie. Elle ne voulait pas quitter Thierry. Pas encore. Il lui offrait la sécurité, le confort, la façade. Mais elle voulait offrir à Léo ce qu'il n'aurait jamais autrement, le luxe. Et c'est là que l'idée germa. Une idée folle, illégale, dangereuse. Mais aussi simple que de dire « je t'aime ». Elle avait accès à tous les papiers de son mari. Elle connaissait ses mots de passe, ses comptes, ses habitudes. Il était trop confiant, trop prévisible. Alors, elle se lança. D'abord, elle vida peu à peu les comptes communs, sous prétexte de travaux, d'urgences médicales, de dépenses scolaires. Puis elle demanda un crédit à la consommation au nom de Thierry, en imitant sa signature, en utilisant une ancienne copie de sa carte d'identité scannée sur leur ordinateur familial. Elle justifia la demande par un projet de rénovation énergétique. La banque, voyant le profil stable et solvable de Thierry, accepta sans broncher. 15 000 €. Puis un deuxième prêt. Puis un troisième. En moins de 2 mois, elle avait cumulé près de 40 000 € de crédit au nom de son mari, tout en continuant à cuisiner, à sourire, à dormir à ses côtés. Léo, lui, n'en savait rien. Il pensait que Camille était divorcée, aisée, qu'elle tenait un cabinet de coaching pour femmes d'affaires. Quand elle lui parla d'un cadeau, il fut méfiant, puis euphorique. Un cadeau? Sérieux? Oui. Tu mérites mieux que ta vieille Clio. Elle se rendit chez un concessionnaire et, avec une assurance volée et un faux justificatif de domicile bricolé sur Word, elle acheta une Audi TT blanche d'occasion. Elle paya en partie comptant, en partie à crédit, toujours au nom de Thierry. Elle utilisa un jeu de faux papiers qu'elle avait imprimé dans la salle de réunion de l'école de ses enfants, pendant une réunion parents-prof. Le vendeur, habitué aux ventes rapides et aux dossiers bien remplis, ne posa pas trop de questions. Elle fit livrer la voiture un week-end où Thierry était en déplacement professionnel. Elle loua un garage en périphérie et offrit les clés à Léo dans un restaurant étoilé, le regard noyé d'adrénaline et de vin rouge. Il pleura presque. Elle avait le cœur qui tambourinait comme s'il allait exploser. Pas de remords. Pas encore. Juste la peur d'être découverte. Mais les mensonges, comme les moteurs de sport, finissent toujours par faire du bruit. 3 semaines plus tard, Thierry reçut un courrier de relance de la banque pour un crédit inconnu. Puis un deuxième. Il pensa d'abord à une erreur. Il appela. Les dossiers étaient clairs. Signature, pièces jointes, relevés, tout était en règle. Son nom, son adresse, son salaire. Sauf qu'il n'avait jamais signé quoi que ce soit. Le sol se déroba sous ses pieds. Il confronta Camille un soir, dans la cuisine. Elle nia d'abord. Puis vacilla. Puis s'écroula. Elle parla de vide, de passion, de jeunesse, de manque. Elle avoua tout. Léo. Les crédits. La voiture. Le faux.
Thierry ne cria pas. Il fixa longtemps sa femme, comme un homme qui regarde une étrangère. Puis il se leva et sortit. Il ne rentra pas cette nuit-là, ni la suivante. La banque porta plainte. L'assurance se rétracta. Les enfants furent placés temporairement chez les grands-parents. Léo, lui, disparut dès qu'il comprit la gravité de la situation. Il revendit la voiture, coupa son compte Instagram et s'envola vers Bali. Camille fut inculpée pour escroquerie, faux et usage de faux, vol d'identité et abus de confiance. Elle écope d'une peine avec sursis et de lourdes dettes à rembourser. Elle travaille aujourd'hui dans un centre d'appel, sous un autre nom, avec un bracelet électronique à la cheville et un vide encore plus grand dans le cœur. Et Thierry? Il a déménagé dans une autre ville. Il ne parle plus d'elle. Il dit simplement qu'il a été marié, autrefois, à une femme brillante. Mais qu'elle avait un talent rare, celui de faire croire qu'elle l'aimait. Les semaines qui suivirent furent un véritable enfer pour Camille. Elle vivait désormais dans l'attente pesante d'un jugement qui pourrait lui retirer tout ce qu'elle avait encore, sa liberté, sa dignité, son avenir. Chaque matin, elle se réveillait avec la boule au ventre, redoutant le bruit de la porte d'entrée qui annoncerait une nouvelle convocation, une nouvelle mauvaise nouvelle. La solitude s'était immiscée dans sa vie comme un poison lent, et elle se rendait compte, enfin, du poids de ses choix. Mais ce qui la hantait le plus n'était pas la peur de la prison ou la perte matérielle, c'était la trahison de ceux qu'elle aimait, ou plutôt, de ceux qu'elle avait cru aimer. Les enfants, eux, avaient du mal à comprendre. Leur monde avait basculé sans qu'ils puissent rien y faire. Leur père, qu'ils voyaient de moins en moins, paraissait fatigué, distant, presque étranger. Camille pleurait en cachette, entre deux appels pour les voir, espérant qu'ils ne lui en voudraient pas trop un jour, que leur amour serait assez fort pour pardonner. Mais au fond d'elle, elle savait que cette blessure serait longue à cicatriser. Elle repensait souvent à Thierry, cet homme calme, sérieux, discret, qui avait tout supporté sans jamais hausser la voix. Et qui, malgré tout, avait été brisé. Léo, quant à lui, avait disparu sans laisser de traces. Camille avait essayé de le joindre, de lui demander de l'aide, de partager le poids de la culpabilité. Mais il avait coupé court, préférant fuir plutôt que de s'exposer. Ce qu'elle avait cru être une passion fougueuse n'était en réalité qu'une illusion, un feu de paille qui s'était consumé bien avant qu'elle ne réalise l'étendue des dégâts. Parfois, elle regardait des photos de lui sur Instagram, se demandant ce qu'il devenait, si lui aussi, quelque part, portait le poids de leur histoire volée. Dans le tribunal, l'atmosphère était glaciale. Les juges semblaient impassibles face à ses larmes, à ses explications embrouillées. Les avocats, eux, jouaient leur rôle avec cynisme, manipulant chaque mot, chaque détail pour faire pencher la balance. Camille était condamnée à rembourser toutes les sommes empruntées, avec des pénalités astronomiques, et condamnée à une peine de prison avec sursis. Une sanction qui, pour elle, n'était qu'un début. La honte et le regret l'accompagnaient partout. Chaque regard, chaque murmure dans la rue était un rappel cruel de sa chute. Thierry, lui, reprenait lentement sa vie en main. Il avait vendu la maison, déménagé loin, changé de travail, tenté d'oublier. Mais il y avait des cicatrices invisibles que l'on ne peut effacer. Parfois, il s'autorisait à consulter un psychologue, pour ne pas sombrer dans l'amertume totale. Ses enfants étaient sa force, mais aussi sa douleur. Leur mère, cette femme qu'ils avaient aimée, n'était plus qu'un souvenir douloureux qu'ils tentaient d'oublier. Pourtant, au fond de lui, Thierry gardait un espoir silencieux, celui d'un pardon impossible, ou au moins d'une paix intérieure. Un an plus tard, Camille travaillait dans un petit centre d'appel, loin des lumières et des faux-semblants. Ses journées étaient rythmées par des conversations monotones, des procédures strictes, et la peur constante d'un rappel de son passé. Elle portait un bracelet électronique, symbole visible de sa faute, et chaque nuit, elle revivait ses choix, ses erreurs. Mais un jour, au détour d'une conversation avec une cliente en difficulté, elle comprit que ce qu'elle avait volé n'était pas seulement une identité ou une voiture, c'était la confiance. La sienne, mais surtout celle des autres. Petit à petit, elle décida de reconstruire. Sans artifice, sans mensonge. Elle reprit contact avec ses enfants, avec beaucoup de prudence, de pudeur. Elle suivit une thérapie, apprit à s'aimer autrement, à se respecter. Et surtout, elle se jura de ne plus jamais laisser le vide et l'ennui la guider vers des chemins obscurs. Léo, lui, resta une ombre, un fantôme de son passé. Une erreur magnifique, dangereuse, qui lui avait coûté beaucoup plus qu'une simple voiture.